Charpak, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le vice-président de la Société française de santé publique. Exactement. Et plus particulièrement en charge du développement des relations internationales. Vous êtes par ailleurs membre de multiples organisations. Vous avez occupé un grand nombre de fonctions. Et vous êtes par ailleurs aussi le rédacteur d'une multitude d'articles aux frontières du digital et du papier aujourd'hui. Ça m'arrive. Ravi de vous retrouver. J'aimerais dans un premier temps qu'on puisse revenir sur un écho que vous allez réaliser au cœur de ce colloque de la Société française de santé publique autour des enjeux santé-environnement à l'approche de la COP21 sur le climat, cet enjeu de santé-environnement que j'aimerais aborder à travers 4 prismes. Le premier, la question, ou en tout cas la difficulté énoncée par certains de nos invités de s'inscrire en médiation socio-économique et de concilier les différents intérêts économiques et sociétaux et sociaux des nations. Vous qui avez écrit entre autres sur les enjeux du plaidoyer et des interactions avec les multiples lobeurs, on connaît l'Europe mais aussi tous les pays du monde, quel regard portez-vous sur cet enjeu de médiation socio-économique et de médiation des intérêts multiples ? Alors bon, c'est pas spécifique à l'environnement, ça se pose pour des tas d'autres risques pour la santé. Quand on parle de l'alimentaire, quand on parle de l'alcool, quand on parle du tabac, quand on parle des transports qui sont liés à l'environnement, enfin l'activité physique et autres, on sent bien qu'il y a un rôle... alors, le monde de la santé a un rôle qui est déjà de produire de la connaissance assez solide sur le lien entre des événements climatiques par exemple et des effets sur la santé. Alors évidemment quand c'est des tempêtes et que les gens meurent, on n'a pas besoin de produire des liens très compliqués, mais ensuite souvent on parle de facteurs de risque, c'est-à-dire que l'environnement contribue à des mauvais états de santé éventuellement, mais il faut vraiment il faut le garantir, on peut pas se permettre d'émettre simplement des hypothèses. Et c'est pas si facile que ça de le démontrer. Alors ensuite, une fois qu'on l'a bien démontré, effectivement, comment est-ce qu'on insère des actions qu'il faudrait prendre pour réduire les risques dans la vie économique et sociale de nos pays, parce qu'il y a besoin que il y a besoin que les pays fonctionnent bien aussi. Donc on sent bien que quand on touche, un des meilleurs exemples anciens, c'est celui de l'amiante, où on avait la connaissance et où rien n'a été fait, personne n'a rien fait, et probablement on n'a pas crié assez fort pour que les choses se fassent. Mais on a comme ça, dans l'environnement, comment est-ce qu'on fait la part entre réduire des émissions de gaz qui polluent l'air, mais qui sont produits par nos entreprises nationales, indispensables, etc. Et la bonne santé de la population, c'est pas un absolu non plus, c'est-à-dire qu'il faut pas non plus être totalement obsédé par le fait que l'objectif de nos sociétés n'est pas seulement d'être en bonne santé. C'est un des éléments, mais c'est forcément en négociation avec le reste. Second écho au cœur des déterminants de santé et des débats des nations, comment produire ou en tout cas construire une solidarité et une justice en santé environnementale? On voit bien qu'il y a effectivement un creusement des inégalités sociales de santé avérées par une multitude d'études internationales, effectivement des enjeux d'attente différents selon les pays et les nations. Comment parler aujourd'hui de solidarité et de justice en santé? Oui, alors encore une fois, on touche là au fondement même de nos sociétés. Après tout, le premier besoin, je vais faire un petit retour en arrière, le premier besoin c'est celui de manger, et pourtant c'est pas une garantie qu'on offre à tous les citoyens. Donc on sent bien que on dit la santé, mais le premier besoin pour être en bonne santé c'est de manger suffisamment et de bonne qualité. Or ça c'est quelque chose qui est pas garanti. Donc on considère que nos sociétés considèrent que après tout économiquement il est justifié qu'il y ait des gens qui n'aient pas accès à tout ce dont ils ont besoin en matière d'alimentation. Alors c'est encore plus vrai pour l'alimentation, c'est encore plus vrai pour l'environnement, c'est vrai pour le logement, c'est vrai, on a vu qu'il y a
les risques environnementaux sont quand même liés à des zones géographiques et à la qualité des infrastructures. Il y a des infrastructures de mauvaise qualité, mais elles coûtent pas cher et elles sont accessibles aux gens qui sont les plus pauvres, qui n'ont pas accès aux autres. Donc, est-ce que nos sociétés considèrent là aussi qu'il faut pallier à cette insuffisance d'accès à tout ce qui va faire la bonne santé en matière environnementale? On est loin de ce genre de réflexion dans nos sociétés aujourd'hui. Et alors maintenant, je l'étends à l'international, évidemment. C'est le monde est petit, il est très petit. On passe notre temps à voyager un peu partout dans le monde pour faire du tourisme, mais on évite de regarder le fait que bien évidemment les populations chez qui on va se promener et se mettre au soleil sont très 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 vulnérables à des événements climatiques, environnementaux, à des risques industriels, et ça nous dérange pas plus que ça. Donc cette solidarité-là, il faut l'intégrer dans nos esprits avant d'être capable même de la mettre en musique. Et on pourrait commencer par nos actions de coopération, mais c'est vrai qu'on n'est pas encore allé jusque-là. Troisième point d'actualité, bien évidemment, les terrains de conflit, mais aussi les réalités climatiques, effectivement, impactent les réalités de migration des peuples, et l'Europe connaît effectivement une situation en ce sens qui interroge les questions d'interculturalité en santé, à la fois à l'échelle des nations, mais aussi à l'échelle des quartiers ou des territoires. On a encore vu ce matin les multiples questions posées sur le droit à l'accès aux soins, sur la littératie et la compréhension en fonction des langues. C'est une question qui est au cœur des débats. Comment s'inscrire dans une approche interculturelle de la santé pour un meilleur accès à la santé et aux soins? Encore une fois, j'aurais du mal à rallier ça directement à ce qui concerne le climat. Il y a des événements climatiques qui entraînent et qui entraîneront encore plus des migrations ou des déplacements internes. Et là, on joue un peu sur les mots, parce que la majorité des déplacements de population, en particulier pour des raisons climatiques, sont des déplacements à l'intérieur des frontières, et donc c'est pas considéré comme des migrations, même si ça a les mêmes impacts en réalité pour les populations déplacées, ou quasiment les mêmes impacts. Sauf qu'ils n'ont pas à franchir de frontières. Je suis pas sûr que les migrants, pour raisons climatiques, vont changer la donne sur la question de la multiculturalité et de l'acceptation de la diversité des cultures dans les systèmes de santé. Moi, j'ai une anecdote qui me revient en mémoire, qui était justement dans les systèmes de santé, la diversité culturelle. On a des moyens parfois de corriger les inégalités qu'elles entraînent de façon très simple. Par exemple, en ayant un ou deux professionnels qui parlent la langue de gens qui s'expriment mal dans la langue dominante. Ça a été fait dans certains pays, paradoxalement en Roumanie et pour les Roms, par exemple, et ça a très bien marché. C'est-à-dire, tout d'un coup, l'accès aux soins se faisait parce qu'il y avait quelqu'un qui parlait leur langue. Donc, on sent bien qu'il y a là, il y a du travail pour des professionnels de réflexion sur le quotidien, sur des choses simples, mais la migration pour raisons climatiques à l'échelle de nations, je crois pas que ce soit un sujet de multiculturalité particulièrement. Ça va augmenter le problème de la migration en général. Après ces trois échos, j'aimerais qu'on fasse juste un court écho aux 30 ans de cette charte d'Ottawa pour la promotion de la santé, encourageant les nations à développer des politiques en faveur de la participation, de la réorientation des systèmes de santé, enfin l'ensemble des axes de cette charte. Quel écho vous pourriez faire 30 ans après à ces engagements, ou en tout cas à ce plaidoyer en faveur de la promotion de la santé? Écoutez, moi je suis très favorable à ce qu'il y ait des engagements qui entraînent la participation, en tout cas des professionnels, et un mouvement volontaire et très engageant pour beaucoup de monde. Ça oblige à réfléchir, ça oblige à se reposer des questions.
Alors la charte d'Ottawa, c'est parti de la santé pour tous en l'an 2000. Ça a été c'est la définition de l'OMS sur la santé, qui est un bon état physique, mental et social, et pas seulement l'absence de maladie. Donc c'était comment transformer ça en action et en plan d'action pour des professionnels. Mais ça finit par s'épuiser, ce genre de choses, parce que d'abord ça bute sur la réalité, ensuite ça bute sur la planification un petit peu obsessionnelle d'un certain nombre d'objectifs qu'on découvre plus compliqués qu'on imagine, et donc on essaie de contourner pour dire on y arrive quand même, etc. Et puis il y a d'autres engagements qui finissent par arriver sur la table. Depuis 30 ans, il y en a eu d'autres, il y a d'autres idéologies entre guillemets qui se et dans le bon sens du terme. Ce que je veux dire, c'est idéologie, c'est aussi un bon état d'esprit, puisque ça veut dire qu'on ne fonctionne pas que motivé par le quotidien des événements et l'appât du gain ou des choses comme ça. Donc on a envie que des choses fonctionnent, on crée des outils, mais il faut savoir aussi faire un peu parfois son deuil des outils, en tout cas tels qu'ils existaient au départ, pour passer à d'autres choses. Et aujourd'hui, il y a des tas d'autres engagements un peu idéologiques qui ont été posés sur la table, y compris par l'OMS et au sein de l'OMS, qui vont de la couverture maladie universelle à ça me revient pas comme ça, mais il y en a plusieurs, des analyses plus sophistiquées des systèmes de santé qui intègrent justement la satisfaction des usagers, la prise en compte de facteurs de risque, etc. Tous ces éléments-là viennent un peu bouleverser le futur d'anciens outils comme la charte d'Ottawa. Ça veut pas dire qu'il faut l'acheter à la poubelle, mais ça veut dire que à un moment donné, il faut faire bouger les frontières là, et ne pas s'attacher trop durablement. Il faut pas devenir un club de vieux aficionados de la charte d'Ottawa. Voilà ce que je voudrais dire. Je pouvais pas, pour conclure, Yves Charpak, ne pas interroger à l'époque du temps court, de la réactivité des politiques au temps court, cette question de la mise en prospective et de la nécessaire mise en prospective des politiques de santé. Quels sont, selon vous, les 3 enjeux ou défis, on va dire, pour conclure, d'une mise en prospective de la santé globale? De la santé globale, là. Oui. Donc dans le monde entier. Écoutez, moi j'ai pas de très bonne réponse à ça. La prospective, elle est quand même que ce qu'on croit définitivement acquis n'est sûrement pas définitivement acquis. On n'a pas appris les leçons, on a du mal à le faire et on n'aime pas ça. Des pays ou des zones géographiques où il y a eu des vraies crises économiques en particulier, qui ont mis à plat et entraîné un recul des engagements sur la santé. Une de ces zones, c'est l'Union soviétique, où les systèmes de santé étaient peut-être pas très très performants, mais ils existaient, avec des professionnels qui fonctionnaient bien, qui étaient pas mal formés et qui se sont retrouvés du jour au lendemain sans moyens et sans rien. Donc la question c'est, est-ce qu'on a des choses à apprendre de gens comme ça? Est-ce qu'on a des choses à apprendre des Argentins? Est-ce qu'on a des choses à apprendre de façon plus proche, des Espagnols qui ont les professionnels dans les hôpitaux ont accepté des réductions de salaire pour continuer à fonctionner? Comment est-ce qu'on une question que j'avais l'habitude de poser de temps en temps à mes collègues du système de santé français, c'est qu'est-ce qui se passerait si on avait 10% d'argent en moins? Qu'est-ce qu'on garderait, qu'est-ce qu'on garderait pas? Et je crois qu'il faut avoir en tête que ça veut pas dire que tout s'écroule. Ça veut dire qu'il y a des priorités, qu'on est capable de les gérer et de renoncer à certaines choses. Et j'ai envie de dire, pour la santé dans le futur, il faut qu'on se pose ces questions aussi entre l'équilibre entre le soin et la prévention qu'on pose pas sur la table, parce que tout le monde est d'accord pour la prévention, mais à condition que ça n'entraîne pas du tout de réduction dans le reste. Donc on assiste à ça avec notre loi de santé actuelle, où
les premiers chapitres sont sur la prévention, mais il n'y a pas un centime dans la loi de financement de la sécurité sociale qui bouge en faveur de cette orientation-là. Donc il y a intérêt à commencer à se poser ce genre de questions. Merci à vous, Yves Charpak. Merci.